Il est 11h03, nous allons donner suite aux événements politiques du week-end. De quoi allons-nous parler? Il y a eu cette marche, l'organisation de cette marche du collectif La Vérité pour Adama Traoré. Je ne vais pas revenir sur Adama Traoré, sur ce qui s'est passé, sur la famille Traoré. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais regardons l'interdiction de cette manifestation prévue samedi à Paris. Malgré l'interdiction, il y a eu manifestation. Des élus, la France Insoumise, mais aussi Sandrine Rousseau, ont participé à cette manifestation interdite. Est-ce qu'un élu doit participer à une manifestation interdite? C'est la première question que je vais poser à mes invités. 3 invités qui sont là ce matin pour débattre. Et vous vous joignez au débat, comme tous les jours. Vous savez que vous adorez ça. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette émission. J'en suis très très content. Nous avons battu des records du nombre d'appels la semaine dernière. Avec nous, par ordre alphabétique, Arnaud Benedetti, qui est professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Arnaud Benedetti. Avec nous, Julien Audoul, qui est député Rassemblement National de Lyon. Bonjour. Bonjour. Et puis Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce la place d'un élu, participer à une manifestation interdite, est-ce la place d'un élu? Qui veut commencer? Arnaud Benedetti, tiens. Écoutez, on va parler des parlementaires, puisque la question c'était les parlementaires qui ont participé à cette marche. Oui. Formellement, je rappelle que l'article 26 de la Constitution organise la liberté d'expression et d'action des parlementaires qui sont protégés, ce qui est tout à fait normal, c'est une conquête révolutionnaire de 1789, par l'immunité parlementaire. Donc sur le fond, rien n'empêche des parlementaires aujourd'hui à participer, y compris à une marche qui a été interdite par l'autorité préfectorale. Donc, ils sont, j'allais dire, dans l'exercice de leur mandat. Alors, en plus, quand on écoute un certain nombre de parlementaires qui ont participé à cette marche, moi, il se trouve que j'étais samedi sur un plateau avec Sandrine Rousseau, en l'occurrence, qui expliquait qu'elle était à cette marche pour aussi, avec son écharpe tricolore, protéger ou en tout cas, faire barrage entre les forces de police. Je reprends son discours, je ne dis pas que je le partage, en tout cas, voilà, c'est une nuance importante, mais en tout cas, elle était là aussi pour, d'une certaine manière, sanctuariser cette marche. Donc, sur le plan formel, à ce stade, je veux dire, on peut avoir des débats. Il faut les avoir, bien évidemment, mais en l'occurrence, rien n'interdit à des parlementaires de pouvoir participer à un événement de ce type. Julien Audoul. Je trouve que c'est extrêmement choquant que dans une démocratie, les députés qui sont censés voter la loi et faire la loi en viennent à violer la loi. Et c'est vrai que l'attitude de députés d'extrême gauche de la NUPES qui ont encouragé donc ces manifestations, qui participent à ces manifestations interdites, manifestations scandaleuses, où on crache sur la police nationale, où on crie notamment « tout le monde déteste la police », aux côtés d'ailleurs de personnages sulfureux comme ceux du gang Traoré. Tout ça en dit long sur la dérive factieuse de la France Insoumise notamment, mais pas seulement, puisqu'il y avait Sandrine Rousseau, qui systématiquement veulent s'en prendre aux institutions de notre République. Et c'est vrai que moi, je m'interroge sur le signal qui est renvoyé, au-delà du petit coup de com' des députés de la France Insoumise. Comment peut-on demander à des jeunes, comment peut-on les inciter à obtempérer, à respecter les lois de la République quand les députés eux-mêmes les violent? C'est ça la véritable question. Le symbole qui est renvoyé, l'exemple qui est renvoyé, c'est allez-y, vous pouvez enfreindre la loi, allez-y, vous pouvez participer à des manifestations interdites, allez-y, finalement, il n'y a aucun cadre légal, si ce n'est votre propre volonté, ce que vous estimez du combat politique, idéologique, de vos envies, de vos plaisirs, etc. Tout cela est détestable et c'est la société qui est défendue par M. Mélenchon et ses amis. Aurélien Taché. Alors, d'abord, ça a été rappelé, il n'y a rien d'illégal pour des parlementaires à aller participer à une manifestation, interdite ou non. Il y a effectivement, du point de vue des parlementaires, des garanties spécifiques qui leur permettent d'avoir une liberté de circulation, d'expression, de contrôle aussi de l'exécutif et des services publics qui en dépendent. Donc, effectivement, la présence sur place, malheureusement, et je dis bien malheureusement, dans des manifestations de parlementaires, s'est révélée à plusieurs reprises ces derniers temps. Moi, je rappelle que j'étais à Sainte-Soline et je suis passé aussi au rassemblement de samedi, à montrer que
la présence de parlementaires, d'observateurs pouvait être utile, malheureusement, parce que je dis bien une minorité, mais une minorité de policiers qui reçoit des ordres d'ailleurs, hein, moi je n'incrimine pas les agents, il y a des politiques au-dessus, a eu des comportements qui étaient totalement inacceptables, on l'a encore vu samedi, donc cette présence peut s'avérer utile et elle est légale. Deuxième chose, pour ce qui est des leçons que voudrait donner l'exécutif, il faudrait lui-même qu'il soit un peu plus dans les clous de l'état de droit. La plupart des arrêtés préfectoraux, alors c'était pas le cas de samedi, mais la plupart des arrêtés préfectoraux d'interdiction des manifestations ont été annulés par la justice parce que ces arrêtés sont illégaux, pour une raison simple, la liberté de manifester est de plus en plus bafouée par cet exécutif. Oui, mais Aurélien Taché, samedi ce n'était pas le cas, vous l'avez précisé. Je l'ai précisé. Donc la manifestation était interdite. Samedi. La manifestation est en effet interdite. En revanche, je rappelle ce que je viens de dire à l'instant sur les parlementaires, que ça n'est pas un délit de participer à une manifestation interdite. Ça n'est pas un délit même pour un simple citoyen. La justice l'a déjà rappelé. Et enfin, Jean-Jacques Bourdin, je dois conclure mon propos sur quelque chose qui m'étonne. Très bien d'avoir ce débat-là, mais ayons quand même le débat un petit peu aussi de savoir où en est la liberté de manifester en France, de savoir où en est le pluralisme de la presse. Des journalistes ont été pris à partie, molestés par des policiers. Rappelons aussi un débat sur l'état de la démocratie. Et la policière qui a été frappée par le frère de Mme Traoré, ça ne vous choque pas? Alors attendez. Est-ce que la policière qui a été frappée par Mme Traoré, est-ce que ça vous choque? Si c'est vrai, évidemment, mais j'attends de voir le dossier, j'attends de voir peut-être le dire. Mais attendons de voir un petit peu ce qui se passe, parce que j'étais présent, moi, j'étais témoin de ce qui s'est passé. Je voudrais sur le plan judiciaire. Sur deux points, Aurélien Taché. Le premier point, sur le fond, pourquoi participer à cette manifestation? Parce que c'est ça qui m'intéresse au départ. Si vous me parlez Si on parlait de la question du fond, sur la question du fond, il y a eu depuis 6 ou 7 ans des manifestations qui se sont toujours déroulées pacifiquement pour savoir ce qui s'était passé dans le cas de la mort de M. Traoré. La justice fait son travail. Bon, voilà. Mais il y a eu toujours des rassemblements pacifiques pour dire qu'effectivement, on aimerait bien une vérité judiciaire un jour sur ce sujet. Deuxième chose, évidemment, il ne vous a pas échappé, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y a eu le terrible drame de Nanterre, que nous sommes dans un contexte particulier où effectivement, il y a tout un tas de phénomènes, j'imagine qu'on va y revenir ensuite, qui se déroule depuis ce terrible drame que le président de la République lui-même, c'est pas juste les écologistes ou la France Insoumise ou que sais-je, a qualifié d'inexcusable et d'inacceptable. Donc il y a effectivement en ce moment une colère dans le pays, il y a le besoin d'expression citoyenne et politique, et si ça n'est pas dans des manifestations encadrées par des organisations, avec des parlementaires et qui se déroulent dans un cadre légal, que l'on peut faire valoir une expression citoyenne et politique, eh bien on rajoute de l'huile sur le feu. Le préfet du Val d'Oise, en interdisant la manifestation l'autre jour à Persan, une manifestation qui se déroule depuis 7 ans dans des conditions pacifiques, à rajouter de l'huile sur le feu. Oui, à ceci près. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les principes, en l'occurrence. Mais même si je ne partage pas les motivations, mais sur les principes, vous avez parfaitement raison. À ceci près, quand on écoute quand même le préfet du Val d'Oise, c'est ça. Oui. Donc, il explique qu'il avait demandé à l'association Justice pour Traoré de contractualiser avec une société de services de sécurité privée pour justement garantir l'organisation de cette manifestation, ce qui n'a pas été fait. Donc, d'une certaine manière aussi, les organisateurs de la manifestation n'ont pas pris, et c'est ce qui motive en partie son arrêté, n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour justement permettre que cette manifestation se déroule dans des conditions qui soient optimales au regard, en effet, d'un contexte quand même j'allais en parler. Il y a un contexte. À Persan, il y a eu des émeutes qui étaient quand même importantes. Oui, mais pardonnez-moi, il me semble, Arnaud Benedetti, qu'il n'y a pas une obligation contractuelle de prendre une société privée. Les organisations syndicales, associatives ou autres sont libres d'organiser leurs services d'ordre. Le comité d'amende, on pense ce qu'on veut. Vous avez raison de dire que moi, je ne demande pas ici aux gens d'adhérer forcément aux revendications. Moi, j'adhère à une certaine partie d'entre elles. Je ne demande pas ça. Je demande le respect des principes démocratiques. Parce que le jour où dans ce pays, les uns ou les autres, on ne pourra plus aller manifester pour les causes qui nous semblent nobles, il y aura quand même un problème. Et je pense que les autres organisations, le comité d'Adama a démontré à plusieurs reprises que toutes les manifestations qu'il organise étaient pacifiques, qu'il savait assurer un service d'ordre. Je ne vois pas pourquoi cette année, il y avait cette obligation supplémentaire. Pacifique, mais pas dans les propos. Alors dans les propos, il y a un discours très contestataire. C'est important. Oui, non, mais c'est important qu'on manifeste pacifiquement très bien, mais attention à ce qu'on dit aussi. Il n'y a pas d'appel à la violence, en tout cas, Jean-Jacques. Bien sûr que si. Bien sûr que non, tout le monde déteste la police. Est-ce un appel à la violence ou pas? Je ne crois pas que ce soit un appel à la violence. C'est une revendication effectivement radicale. C'est une revendication. Enfin, c'est un mot d'ordre radical que je ne partage pas. Absolument pas d'ailleurs. Oui, mais en y étant, est-ce qu'on ne le partage pas? Je pose la question. Je ne sais pas si tous les gens qui défilaient dans la rue en 68 étaient d'accord avec CRSSS, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde déteste la police, mais par contre, je vais dans les manifestations quand une cause me semble juste. Je ne suis pas responsable de l'expression des
des uns et des autres dans les manifestations, malheureusement. Oui, enfin, je pense que si dans une manifestation, on scandait « tout le monde déteste les écologistes », je pense que M. Taché, vous vous offusqueriez et vous auriez raison. Parce que ce sont des incitations, d'une part, à la haine. Il y a un climat, il faut bien le noter quand même, de haine anti-flic dans notre pays, qui est instrumentalisé à la fois par la France Insoumise, mais aussi par la famille de Mme Traoré, qui à chaque manifestation, il faut quand même rappeler, à chaque manifestation, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de pacifisme dans les messages qui sont donnés, il n'y a pas de pacifisme dans les slogans qui sont scandés et dans l'instrumentalisation des militants qui sont des militants radicalisés, il faut bien le dire. Donc participer à cette manifestation, soutenir ce combat-là dans ce contexte où on le sait, nos policiers sont en danger de mort, risquent leur vie tous les jours, à la fois contre des refus d'obtempérer, mais aussi parce que vous avez des délinquants et des voyous qui veulent tuer du flic dans tous les quartiers de France. Très clairement, c'est irresponsable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Traoré qui est mort sous les balles d'un policier, c'est pas les Traoré qui ont tué un policier, M. Odoul. Mais M. Taché, c'est vrai que vous avez... On ne va pas refaire l'affaire des Traoré, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Traoré. Le rôle d'un parlementaire... Beaucoup. Jean-Jacques Bourdin... Et j'en sais quelque chose. Le rôle d'un parlementaire, quelles que soient ses idées et ses opinions, c'est soutenir les institutions de la République. La police nationale, la gendarmerie, les forces de sécurité font partie des piliers de la République et de nos institutions. Donc les lyncher ou les lâcher comme vous le faites, c'est totalement irresponsable. Et en cela, effectivement, vous sortez du champ républicain. Non, vous sortez du champ républicain quand vous acceptez cette violence anti-flic. Respecter l'état de droit, c'est aussi le devoir d'un élu de la République, monsieur. Alors, non, juste un point. Moi, ce que je pense quand même, et quand on regarde un peu les rapports de force politiques, moi je note quand même que le discours d'Aurélien Taché est plus, j'allais dire, modulé que celui d'un certain nombre d'élus de la France insoumise. Je vais revenir sur la France insoumise. Est-ce que la France insoumise s'égare ? Sont en première ligne. Moi, je pense que ça pose un double problème aujourd'hui pour la NUPES. Le premier problème, c'est que quand on regarde quand même les grandes tendances de l'opinion publique, on voit que l'opinion publique, nonobstant tout ce qui s'est passé autour du tragique assassinat, parce que c'est un assassinat du jeune Naël, l'opinion publique reste majoritairement en soutien à sa police. Donc ça, c'est ça pose un premier problème vis-à-vis pour la NUPES. Je veux dire, dans son positionnement. Deuxième sujet, c'est qu'on voit quand même qu'à gauche, aujourd'hui, au sein de la NUPES, il y a malgré tout, à gauche, au sein de la NUPES, je ne parle pas de la gauche dans son ensemble, mais au sein de la NUPES, il y a des lignes de fracture qui sont en train de s'exacerber. Les communistes sont sur une position qui n'est pas celle de la France insoumise. Et même à l'intérieur de la France insoumise, on sait qu'il y a un certain nombre de cadres de la France insoumise qui ne partagent pas les positions de la France insoumise sur cette question. Alors on va parler de la France insoumise, des conséquences politiques, mais quand même, tout le monde déteste la police. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on chante des slogans. Mais tout le monde déteste la police. Est-ce que c'est un slogan acceptable ou pas ? Moi, en tout cas, ce n'est pas un slogan que je partage. Je vous le redis. Ce n'est pas un slogan que je partage. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une incitation ? Est-ce que c'est une incitation à... C'est une incitation à la détestation de la police, on est bien d'accord. Mais c'est aussi... Oui ou non non, mais disons clairement les choses. C'est aussi, et encore une fois, le rôle d'un responsable politique est d'assumer ces mots avec beaucoup de justesse. Le rôle de jeunes qui sont dans une revendication, qui sont dans une colère ou autre, n'est pas à prendre de la même manière. C'est pas des jeunes qui sont dans une colère, là, vous avez vu qui ? Vous y étiez. Justement, vous avez vu qui chantait Tout le monde déteste la police. Pour moi, c'était tous les membres de l'association Traoré. Oui, enfin, ils sont. Enfin, quand ils sont pas très nombreux. Je suis d'accord. Ils représentent. Ils sont pas très nombreux. Je suis d'accord. Dans un cri de colère, une revendication. Je vous redis que ce slogan ne me convient pas du tout à titre personnel et que je ne le partage absolument pas. Après, on n'est pas dans l'incitation à la violence. On est dans une forme de liberté d'expression qui peut déplaire. Je l'entends parfaitement. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas dans une forme d'incitation à la violence. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sous le coup de la loi. Alors, nous allons observer une première pause. Il est déjà 11h18 et nous allons parler de la France insoumise parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. La France insoumise est en première ligne dans toutes ces manifestations de contestation, de colère. J'ai lu le tweet de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez lu vous aussi, de dimanche, d'interdiction en répression de Pétain à Valeurs Actuelles, le chef de l'arc républicain, ça veut dire Emmanuel Macron, entraîne la France dans un régime déjà vu, danger, danger. Référence au régime de Vichy selon vous ou pas, Arnaud Benedetti ?
Attendez, pour ceux qui ont vécu le régime de Vichy et qui sont encore vivants, je pense que la comparaison est largement abusive et hâtive. Je rappelle que le régime de Vichy, si nous étions sous le régime de Vichy, nous n'aurions pas de parlementaires autour de cette table déjà. Donc ça c'est un premier point. Le 10 juillet, on est 10 juillet. Le 10 juillet 40, justement, il y a maintenant plus de 80 ans, les institutions de la Troisième République se sabordaient. Donc je pense que là, en l'occurrence, la comparaison me paraît tout à fait disproportionnée. Non, là où il pointe un élément qui a été mis en avant par diverses oppositions, c'est que il y a une pratique, j'allais dire, du pouvoir par Emmanuel Macron qui ne correspond pas toujours au canon de ce que l'on attend d'une démocratie libérale. C'est-à-dire, finalement, les contre-pouvoirs, il n'aime pas trop. Les corps intermédiaires, il n'aime pas trop. Le Parlement, manifestement, quand même, aujourd'hui, un Parlement qui n'a pas de majorité absolue, c'est pas un Parlement qui lui convient forcément. Il y a, sur le plan des libertés publiques, parfois un certain nombre, j'allais dire, de prises de distance qui peuvent être en effet, d'une certaine manière, préoccupantes. Mais de là à comparer aujourd'hui la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron à celle du maréchal Pétain, ça ne résiste pas 2 secondes à l'examen historique. Alors je pose une question complémentaire. Nous allons prendre Jacques qui est dans le Jura. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'égare ? Aurélien Taché. Alors, sur la comparaison avec le régime de Vichy, je ne pense pas que c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a voulu dire. Je ne lis pas dans sa tête, mais je m'explique. Emmanuel Macron... Enfin, si cite Pétain à valeurs actuelles, c'est par hasard. Je vais essayer de vous répondre, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Aurélien Taché, allez-y. Moi, je veux bien que vous défendiez Jean-Luc Mélenchon, mais rappelez-vous des polémiques et des débats qu'il y a eu au moment où Emmanuel Macron a tenté de réhabiliter Pétain. On peut penser que réhabiliter, le mot est peut-être un peu fort. C'est pour ça que je viens de dire qu'on peut penser que c'est vrai ou pas, mais on vous rappelle qu'on a eu des débats. Il a quand même souvent joué d'une ambiguïté là-dessus, en disant qu'après tout, Pétain, c'était aussi l'homme de 14, etc. Bon, je pense que c'est plutôt à ça et à l'addition du fait que Monsieur Macron se soit présenté à valeur actuelle et que Jean-Luc Mélenchon faisait référence. Et pourquoi il le faisait ? Il faut rappeler surtout pourquoi. On n'arrête pas de dire à Monsieur Mélenchon qu'il n'est pas dans l'arc républicain. Il répond à Monsieur Macron, quand vous réhabilitez Pétain ou quand vous allez à valeur actuelle, êtes-vous plus dans l'arc républicain ? Et moi, excusez-moi, on peut critiquer Jean-Luc Mélenchon, on peut ne pas l'aimer, on peut dire de tout un tas de choses, on va peut-être continuer à en parler après. Mais dire à Monsieur Mélenchon, on va en parler, toute l'histoire, toute la philosophie politique, la tradition historique intellectuelle s'inscrit dans le cadre de la Révolution française. C'est alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les montagnards, pas que les française, la Révolution, la Révolution bolivarienne, mais vous savez parfaitement quand même que sur la Révolution française, Monsieur Mélenchon fait souvent référence aux éléments les plus radicaux de la Révolution française, mais qui étaient des républicains avancés, les montagnards, Robespierre, les autres. Tout ça, c'était des républicains, guillotineurs et républicaines. Des républicains guillotineurs. C'est peut-être une forme de républicain particulière. C'est très particulier. Politique française, Monsieur Mélenchon, mais il dit quand même, le chef de l'arc républicain, c'est-à-dire Emmanuel Macron, volontairement, il emploie l'expression arc républicain, vous avez raison, entraîne la France dans un régime déjà vu. Ça veut dire, c'est clair. Pour lui, c'est clair. Pour moi, ça, c'est plutôt ce que vient de dire M. Benedetti, c'est le recul des libertés publiques et on le constate dans tous les domaines. Le pluralisme de la presse, on le constate dans une loi qui vient d'être votée qui permet d'activer nos téléphones portables maintenant à distance. Enfin, on a quand même sur tous les registres. Donc, il ne s'égare pas. Il ne s'égare pas, en tout cas, enfin, non, il ne s'égare pas, mais en tout cas, il pointe quelque chose sur le recul des libertés qui, à mon avis, est réel et il ne dit pas que la France de Macron est la France de Pétain. Je ne crois pas. Le pense-t-il ? Je ne pense pas qu'il le pense non plus, mais après, je ne lis pas dans ses pensées. Bien. Julien Odoul. Au-delà des délires de M. Mélenchon et des comparaisons scandaleuses, surtout de la part de quelqu'un qui se veut être le successeur, non pas de Robespierre, mais plutôt de Chavez. Voilà. Il est très loin aujourd'hui dans son discours j'allais dire, d'une mythologie révolutionnaire bien française, mais il est plutôt sur d'autres orientations putschistes, avec des messages extrêmement violents. Mais là où on peut reconnaître quand même un constat, c'est que sous Emmanuel Macron, et d'ailleurs ça a été révélé et dit par l'ONU, la France est une démocratie défaillante. Défaillante. Et c'est vrai que la pratique systématique du 49.3, qui évidemment est constitutionnel, il n'y a aucun débat là-dessus, est un mépris pour les parlementaires que nous sommes. Et au-delà des parlementaires, parce que ce n'est pas nos petites personnes qui comptent, c'est les Français qui nous ont élus. Les Français nous ont élus pour réorienter les politiques. Monsieur Macron n'a jamais voulu entendre le message des législatives de l'an dernier.
qui était quoi? Certes, vous avez été réélu, mais on ne veut plus votre politique, on veut un changement de cap. Et donc, vous n'aurez pas cette majorité absolue que vous avez eue pendant 5 ans. Il n'a jamais voulu entendre ce message. Il a, comment dirais-je, il est passé en force sur tous les sujets. Et c'est vrai que sur bon nombre de débats, quelquefois, on peut se dire, est-ce que notre démocratie est en bonne santé? Bien, Jacques est dans le Jura. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Jacques, très très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. Merci beaucoup Jacques, merci. Ah oui, c'est un auditeur fidèle d'RMC, je le sais. Oui, et puis je vous aime bien, voilà. Bon. Allez-y Jacques, allez-y. Oui, alors concernant M. Mélenchon, enfin pour moi, à titre personnel, pour beaucoup de personnes autour de moi, c'est un homme extrêmement dangereux, et dans ses idées et dans ses actes. Sur les dernières semaines qui se sont passées avec toutes les manifestations, il n'a cessé de cracher sur la police. Il n'a d'ailleurs pas démenti les violences qui ont été faites sur les policiers, ce qui est déjà pas normal, puisque c'était quand même une personne qui était candidat à la présidentielle, et il voulait, si je me souviens bien, révoquer toute la police et repartir à zéro. Pour moi, c'est un homme dangereux. Mais ce qui me rassure quand même, c'est qu'il ne sera jamais élu président de la République. Et ça me fait plaisir. Alors, qui parle, qui veut s'y faire, qui fasse ce qu'ils veulent, il ne représente à ses yeux que lui-même. Bien, Jacques. Jacques, c'est vrai que LFI n'a pas condamné les émeutes, les violences, les destructions, notamment parce que moi, j'ai trouvé étonnant, certains bâtiments ne doivent pas être incendiés, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche des élus LFI, sous-entendu d'autres peuvent l'être. Mais vous savez, tout ce qui est lié aux yeux de Mélenchon, aux grands capitales, les grands capitalistes, les grandes enseignes... ça peut être détruit ? Non, mais vous savez, il a dans sa tête de vouloir tous les détruire, les nationaliser. Il n'aime pas les riches. De toute façon, on n'y peut rien, il n'aime pas les riches, il n'aime pas les gens qui gagnent 4 000 euros par mois. Il ne doit pas m'aimer parce que moi, je gagne 2005, vous voyez. Il ne doit pas m'aimer non plus parce que je suis riche. Et moi, je vais vous dire, entre parenthèses, voilà. Bon. Merci Jacques, merci beaucoup Jacques, merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est ambigu. Non, mais le discours est toujours ambigu. En tout cas, moi je pense qu'on Pourquoi est-il ambigu d'ailleurs? Je pense qu'on peut à la fois majoritairement soutenir la police comme les 3 quarts des Français, mais aussi s'émouvoir de la question des violences policières. Et c'est un débat qui est difficile à avoir en France. Moi je ne dis pas que... Non, il est installé en France. Oui, enfin, il est quand même un peu difficile à avoir. Et on peut souhaiter une réforme de la police sans être anti-flic quand même. C'est vouloir une police être le plus exigeant possible avec sa police. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est tous ici le plus exigeant possible avec ceux qu'on aime, nos enfants et autres. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette histoire? C'est quand on aime une institution, quand on la soutient, on demande à ce que les règles soient respectées. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'institution. Oui, en tout mais cas, c'était pas mon cas. Vous soutenez la police? Mais bien sûr que je soutiens la police. Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire « je soutiens la police » ? Mais parce que je vous pose la question. Jamais. Non, mais c'est important. C'est une expression qui est un peu générique quand même et un peu... voilà. Mais attendez, c'est pas générique, c'est clair, c'est franc, c'est direct, c'est sincère. Mais on soutient tous c'est ce que les gens demandent. On soutient tous les institutions de la République. Simplement, on peut quand même pointer... moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises dire il faut effectivement réformer la police pour retrouver une police la plus républicaine possible, parce qu'aujourd'hui, suite à un certain nombre de 13 morts pour des refus d'obtempérer en 1 an, ça peut interroger. Un certain nombre de violences policières, ça peut interroger. On sait que certains syndicats qui ont des revendications très particulières et qui traitent les citoyens qui manifestent de nuisibles ont beaucoup de poids dans l'institution policière, ça peut interroger. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est contre la police ou qu'il faudrait démanteler la police? Pas du tout. Personne n'a jamais dit ça. Vous savez, monsieur Mélenchon, encore une fois, je me retrouve à parler à sa place, mais il est plutôt un partisan de l'ordre, hein. C'est pas un anarchiste, Mélenchon. Faut arrêter les... Ça dépend quel ordre. Ça dépend quel ordre. Je ne crois pas que ce soit son propos, en tout cas ce n'est pas le mien, et on peut avoir une exigence plus haute pour sa police tout en la respectant et en la soutenant. Bien. Qui veut ajouter quelque chose? Il est 31, il faut que je fasse une petite pub. Très vite, on peut quand même préciser que M. Mélenchon, au-delà des attaques régulières contre les forces de l'ordre, en disant qu'il y a des violences policières systémiques, chose qui évidemment est une mythologie et une insulte, en disant que la police tue
La police ne tue pas dans notre pays. La police assure notamment la sécurité des Français, le respect des lois. Mais comment feriez-vous au Rassemblement national pour assurer une meilleure sécurité des Français, vous Parce que vous critiquez beaucoup, mais je vois pas trop de propositions. On propose énormément. Quoi, avec la police, quelle proposition il faut donner des moyens très concrets à la police. Mais ça veut dire pas quoi, seulement matériel. La présomption de légitime défense, par exemple. La présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre permettrait à nos policiers d'être soutenus par leur hiérarchie, d'être soutenus par la loi et par l'État. Face à des violences, des émeutes urbaines, comment feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Quels ordres donneriez-vous à la police? Parce que moi j'aime le concret. Quels sont les ordres que vous donneriez à la police? Alors vous savez déjà, pour réprimer sur ces émeutes urbaines, elles ne tombent pas comme ça par enchantement. Je vous demande. Non, mais ça fait 30 ans. Je veux pas savoir d'où viennent les émeutes. Je veux savoir quels ordres donneriez-vous à la police? Les ordres très clairs. C'est-à-dire aller chercher les meneurs, faire respecter la loi. C'est-à-dire que quand vous êtes pris dans la rue en train d'incendier un bâtiment avec un jerrycan d'essence, la loi, c'est très clair. 150 000 € d'amende, 10 ans de prison. Donc vous allez appréhender ces personnes, vous allez les interpeller. Je suis avec un jerrycan dans la rue, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais bien sûr, c'est le juge qui doit. Le vrai problème de la police, oui, c'est le juge. Le vrai problème de la police, et ça a été dit notamment par le syndicat Alliance, n'en déplaise à M. Taché, c'est la justice. C'est que la justice ne suit pas. C'est que la police fait admirablement bien son travail. Elle le fait avec des moyens largement insuffisants, avec une hiérarchie qui ne soutient pas, avec des ordres qui ne sont pas donnés. Mais la justice ne fait pas son travail. Dans les comparutions immédiates, me semble-t-il, la justice est intervenu assez fermement et rapidement. J'espère que les peines seront exécutées, effectivement. Parce qu'entre la peine donnée et la peine exécutée, souvent il y a un gouffre. C'est-à-dire que vous êtes finalement comme la France insoumise, vous doutez du fonctionnement des institutions. Ah non, c'est pas vous mettez en doute le fonctionnement des institutions. C'est qu'on a un petit peu d'expérience. D'un côté, nous avons la France insoumise qui doute de la police, et de l'autre, le Rassemblement national qui doute de la justice. De voir les carences et les défaillances de la justice. C'est un fait. La justice est laxiste. Ils sont à l'image de la France. Vous avez raison. C'est à l'image de la France aujourd'hui. Quand vous regardez toutes les études qui sont menées, je pense au baromètre du Cevipof, vous avez une défiance qui est majoritaire dans le fonctionnement des institutions. Alors avec des motivations différentes, selon des motivations politiques. Mais la tendance de fond, c'est celle-là aujourd'hui. Bien, 11h33 tout de suite. Nous débattons, nous parlons politique aujourd'hui avec Arnaud Benedetti, qui est professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF, avec nous Julien Audoul, député Rassemblement national de Lyon, et Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Merci d'être là tous les trois. Alors, je vais être provocateur. Vraiment provocateur. Est-ce que les filles souhaitent la victoire du Rassemblement national en 2027 ? Je sens que la question s'adresse à moi, bien que je n'appartienne pas à l'EFLI. Oui, mais quand même, vous appartenez à une gauche. Je suis sûr que non. Donc je veux bien répondre. Je suis absolument sûr que non. Après, on peut faire des analyses sur la stratégie. Il y a des choses que je partage, des choses que je partage moins. Mais néanmoins, je suis convaincu d'une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, pense que c'est la bonne stratégie, parce qu'il veut faire entendre une colère sociale très forte et estime que c'est le rôle des parlementaires de la France insoumise. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est pas pour faire gagner le Rassemblement national. Non, mais est-ce que ça n'affaiblit pas la gauche ? Est-ce que ça affaiblit la gauche, cette posture et ces prises de position ? Moi, je pense que ce qu'il faut pour nous aujourd'hui à la NUPES, c'est effectivement pouvoir faire mieux entendre les singularités des uns et des autres. Peut-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la franchement, ce que vous pensez. Ça veut dire que moi, je ne partage pas forcément une stratégie. Mais je ne suis pas sûr que. Là, encore une fois, je ne lis pas dans les pensées de Jean-Luc Mélenchon, mais moi, je ne serais pas d'accord avec une stratégie insurrectionnelle. Par exemple, je ne pense pas que ce soit la bonne manière pour la gauche de gagner. Je pense qu'en revanche, on peut avoir des motivations de protestation fortes. On peut même aller jusqu'à la désobéissance civile, c'est dans la lignée des écologistes, mais c'est pas la même chose que l'insurrection. Et puis on doit surtout construire un programme où les uns les autres apportent leur expérience, les socialistes, les écologistes, les insoumis, refaire un vrai projet, une plateforme, aller proposer ça aux Français et gagner sur la base d'un projet plutôt que d'une stratégie qui serait mouvementiste ou autre. Voilà. Moi, je crois qu'il y a une demande, en effet, il y a une demande de radicalité à gauche qui s'exprime, mais cette demande de radicalité à gauche, elle n'occupe qu'une part du marché, et qui est une part du marché qui ne permettra pas vraisemblablement à la gauche de revenir au pouvoir dans ces conditions. Jean-Luc Mélenchon exprime une réalité sociologique, une réalité politique. Ça, personne ne lui nie cette position. Sauf que, si vous voulez, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que d'abord, même au sein de la NUPES, on l'a dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des lignes de fracture, mais il y a une autre partie de la gauche qui essaye,
je pense à M. Cazeneuve par exemple, de reconstruire une offre social-démocrate qui serait une offre social-démocrate plus conforme à ce qu'on a connu de la gauche de gouvernement ces 30 dernières années. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie de la gauche, notamment la deuxième gauche, qu'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche rocardienne, qui a rejoint déjà depuis très longtemps Monsieur Macron. Donc, si vous voulez, la gauche aujourd'hui est extrêmement fracturée sur l'arc politique. Non plus les électeurs de gauche. Et donc, comprenez ce que je veux dire. Et la difficulté, et notamment les électeurs populaires. Je terminerai un dernier point. Oui. Et la gauche, chaque fois qu'elle est revenue au pouvoir sur des positions qui étaient centrales. C'est-à-dire pas sur des positions qui étaient considérées comme radicales. Ça a été le tour de force de François Mitterrand de réussir une alliance politique avec les communistes, alors dans le cadre de l'union de la gauche ou hors de l'union de la gauche, mais en imposant un rapport de force qui était un rapport de force quand même qui était en faveur des modérés. Là, en l'occurrence, on se retrouve finalement à front renversé. Ce sont d'une certaine manière les plus radicaux qui imposent leur rapport de force aux modérés, et ça, je pense que ça a créé un vrai problème structurel pour un retour de la gauche au pouvoir à brève échéance. Julien Odoul. Oui, la France insoumise et M. Mélenchon sont aujourd'hui des épouvantails et des boulets. Des épouvantails parce qu'ils font peur à de nombreux Français, notamment votre auditeur, qui considèrent qu'ils sont dangereux, à juste titre, concernant leur prise de position, concernant leur pratique du pouvoir, du débat parlementaire, les outrances, les injures, même ne serait-ce que la tenue vestimentaire qui déconsidère la fonction. Tout cela fait peur à de nombreux électeurs. Et puis, c'est un boulet pour la gauche, puisque les thèses, la stratégie insurrectionnelle, parce que je pense que M. Mélenchon a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir par les urnes. Il a compris que, tout simplement, le paysage politique, les idées qui sont majoritaires dans le pays, lui interdisaient le pouvoir, si ce n'est la déstabilisation totale du champ politique, de notre démocratie et de nos institutions. Donc, évidemment, c'est aujourd'hui la responsabilité de partis dits de gouvernement et dits républicains d'être associés à ces fous furieux. C'est quand même très particulier que les communistes, les socialistes et même certains verts continuent d'être arrimés à la NUPES de M. Mélenchon et finalement à sombrer avec lui. Bien, Chantal est à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, sympathisante de la France Insoumise. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Alors Chantal, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais dire que je trouve un petit peu gênant, pour ne pas trouver un autre mot, de taper sans arrêt sur LFI. LFI comme ailleurs, il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai travaillé pendant 19 ans en collaboration avec la police. J'y garde de nombreux amis qui sont maintenant des membres pratiquement de ma famille. Des policiers, je voudrais quand même préciser qu'il y en a des bons et qu'il y en a des mauvais, qu'il y a des policiers racistes, comme dans la population, il y a des gens françaises, dans son ensemble, il y a des gens racistes. Donc il faut arrêter de porter la police au nu. Elle fait un travail très compliqué, très difficile. J'ai passé de nombreuses heures dans des commissariats et dans des logements de fonction au-dessus des commissariats, donc je sais ce qu'ils subissent au quotidien. Mais il ne faut pas non plus en faire des anges. Il y en a des mauvais, comme dans n'importe quelle profession. C'est certain. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça me fatigue que LFI soit toujours présenté comme des anti-police. Ben non, je ne suis pas anti-police, c'est pas du tout. Bon, alors Chantal, ne fonctionne pas. Chantal, je comprends votre ras-le-bol sur la mise en cause de LFI, mais la mise en cause du Rassemblement national est permanente, la mise en cause d'Emmanuel Macron est permanente, la mise en cause, c'est comme ça, c'est la vie politique, et les Français mettent en cause en permanence, évidemment, surtout en France, où on adore le débat, où on adore critiquer, où on adore contester, où on adore être en marge un peu de... Bon, Chantal, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon je vous remercie d'être intervenu. Simplement que M. Mélenchon ne représente pas l'ensemble de LFI. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. Est-ce que vous trouvez qu'il fait du tort à LFI ? Absolument. Absolument, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a des propos qui ne sont pas mesurés, parce que c'est quelqu'un qui est caricatural, c'est dommage, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui a une forte expérience de la politique, mais je pense que depuis déjà quelques années,
il n'est plus en mesure de représenter l'ensemble de LFI. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Chantal, dans tous les cas. Merci d'être intervenue. C'est intéressant. Aurélien Taché, oui, auditrice et sympathisante et électrice. Hein. Je note que je me suis complètement retrouvé dans le discours de Madame sur la police, qui est mesuré, qui n'est pas un discours anti-police, qui est juste dire que nos policiers, parce que c'est aussi les représentants de la violence légitime, doivent être exemplaires. Sur la France Insoumise, moi je suis pas en interne, c'est pas moi qui vais dire si Mélenchon ou pas, mais par contre ça montre quand même une chose, c'est assez amusant, c'est qu'on dit toujours que la France Insoumise n'a pas de démocratie ou de débat interne. Vous voyez que Madame a l'air très libre pour s'exprimer à votre antenne, et je voudrais juste revenir une seconde sur ce qu'a dit. Heureusement qu'elle a le droit de s'exprimer à mon antenne, parce que là, pardon, Aurélien Taché, mais je m'inquiéterais quand même. Je voulais vous faire sourire, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de débat interne chez LFI. Vous voyez bien que ça c'est pas un débat. C'est un débat externe. Mais je pense que si votre auditrice dit ça ici, c'est qu'elle le dit en interne. Mais je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit M. Benedetti. Bon, il faut quand même pas oublier comment s'est construite la NUPES. Pourquoi M. Cazeneuve, à mon avis, n'est pas aujourd'hui vraiment celui qui va pouvoir renouveler ou emmener la gauche au nu, quand bien même ça plairait peut-être davantage à certains que M. Mélenchon. Je ne dis pas que ce sera M. Mélenchon non plus, mais parce que l'échec de la social-démocratie gestionnaire du quinquennat Hollande a produit Emmanuel Macron. Plus personne politiquement ne croit à ça à gauche. Aujourd'hui, la NUPES s'est construite autour d'un programme de rupture. C'est ça qui nous unit. Socialiste, tendance Olivier Faure, on va dire, écologiste, communiste, en tout cas une grande partie d'entre eux, et insoumis. Donc c'est à partir de ça qu'il faut retravailler. La question des stratégies, des méthodes, moi je pense effectivement que la France Insoumise apporte une part de la solution parce qu'elle est connectée à certaines revendications, certains électeurs. On a toujours eu, pardon, mais le Parti Socialiste, moi je viens du Parti Socialiste historiquement, il y a toujours eu, ça allait de Gérard à Gérard, comme on disait, de Collomb à Filoche, des révolutionnaires et des réformistes. Et c'est ça qui a fait gagner la gauche. C'est Épinay qui a amené Mitterrand au pouvoir. Donc il faut que toutes les sensibilités travaillent ensemble dans le cadre de la NUPES et qu'on travaille sur ce programme. Très vite, Arnaud Benedetti, une page de pub. Je partage le constat que vous venez de formuler sur l'échec de la social-démocratie, sauf que le vrai sujet de la gauche et le vrai sujet de la social-démocratie et le vrai sujet aussi de la gauche façon NUPES, c'est quand même d'une certaine manière d'avoir oublié les classes populaires. Je vais prendre un exemple sur les questions qui sont les questions de sécurité, sur les questions d'ordre républicain, qui sont des questions qui touchent profondément les classes populaires. Aujourd'hui, vous avez un véritable angle mort dans votre logiciel politique, ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est vrai que ça va être difficile pour c'est vrai que ça va être difficile pour M. Cazeneuve, mais je pense que ça va être difficile également pour vous, en raison, je pense, de ces angles morts. Oui, il est 11h40. On va observer une petite pause, mais j'observe que Sandrine Rousseau, c'est un peu le Jean-Luc Mélenchon d'Europe Écologie Les Verts, quoi, si j'ai bien compris. Mais je dis ça comme ça, au hasard. Non, mais évidemment, au hasard, rien taché. Sandrine Rousseau assume de porter une ligne très radicale au sein d'Europe Écologie Les Verts. Oui, bien sûr. Dans les débats internes qu'on peut avoir, elle assume ce positionnement, d'autres sont beaucoup non, mais elle assume très bien. Voilà. En revanche, ce que vient de dire M. Benedetti, écoutez, j'en partage une partie. Moi, je pense qu'effectivement, sur la question de la sécurité, mais la grande différence que j'ai, par exemple, avec quelqu'un comme M. Odoul, c'est que je ne nierai jamais ce sujet à l'immigration, mais sur la question de la sécurité c'est juste une évidence. Non, mais on va. Je ne sais pas si on doit avoir ce débat. On va pas ouvrir ce débat. Mais en tout cas, sur la question de la sécurité stricto sensu, je pense que la gauche doit faire des propositions beaucoup plus fortes. Et effectivement, il y a une demande de sécurité dans nos quartiers populaires. Je suis élu à Cergy, les familles des quartiers populaires viennent me demander, Monsieur Taché, comment on fait pour la sécurité. Donc je suis d'accord avec ça. Il y a peut-être un travail à faire pour la gauche là-dessus. 11h47, à tout de suite. Bien, pour terminer ce débat, je regardais LCI parce que j'ai l'écran devant moi et je voyais tout à l'heure le tout sauf Mélenchon progresse en bandeau, c'est vrai ça ? Arnaud Benedetti, le tout sauf Mélenchon parce que vous savez, j'ai entendu ça souvent sur Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années. Mais j'ai entendu le tout sauf Sarkozy, tout sauf Macron, tout sauf Marine Le Pen, tout sauf... j'ai tout entendu. En 2017-2018, vous savez, quand il a dit « moi, c'est la République, c'est moi, ma personne est sacrée », là aussi, il avait des études d'opinion qui étaient plutôt en berne, et puis finalement, il s'est retrouvé à presque à 2 doigts du second tour de l'élection présidentielle. Donc soyons prudents sur les sondages qui sont faits dans l'immédiat. Voilà. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord, Julien Odoul, ou pas ? Sur le tout sauf Mélenchon, oui, il faut être très prudent. C'est vrai que l'histoire politique est assez capricieuse. Mais j'aimerais revenir sur le débat de fond qui était intéressant et ce sur pourquoi la NUPES est déconnectée d'une partie des Français, je pense de la majorité. Il y a effectivement 2 sujets qui sont totalement éludés, voire méprisés par la NUPES et particulièrement par la France Insoumise, c'est la sécurité et c'est l'immigration. Et ces 2 sujets frappent d'abord les catégories populaires, frappe d'abord les Français modestes. Et l'immigration frappe d'abord, d'ailleurs, les Français d'origine étrangère,
qui souffrent justement d'avoir fait les efforts dans les quartiers, d'avoir mis, comment dirais-je, les moyens, d'avoir éduqué leurs enfants, d'avoir assimilé les valeurs de la République, et considèrent qu'il y a eu aujourd'hui dans les quartiers une immigration qui ne respecte pas nos valeurs et qui constitue un facteur de trouble et d'insécurité. Sur ces deux sujets-là, on n'entend jamais la gauche. Alors que, visiblement, ce sont les Français dont ils se sentent les plus proches qui sont victimes de ces politiques. Qui est la cause réelle des émeutes que l'on a vécues. Bien Parce sûr. que je vois que le débat s'est installé. Non, mais le débat, il faut avoir la lucidité. Comment peut-on dire que l'immigration est la cause principale sans caricature. Non, mais oui. je veux dire, les Français savent depuis 30 ans, depuis les émeutes à Vaux-en-Velin, en passant par les émeutes de 2005, savent que ce qui aujourd'hui est le terreau de la violence, de l'insécurité, de l'ensauvagement, c'est effectivement une immigration qui n'a pas été assimilée. Alors oui, la plupart, effectivement, sont détenteurs de la carte d'identité française. Ils sont français. Oui, ils ne sont pas détenteurs de la carte d'identité. Je dis cela à dessein, oui. Parce que français... Mais pour vous, ils sont français. Non mais attendez, français pour moi, c'est pas seulement avoir un petit bout de papier. Voilà, français, c'est aimer la France. Il y a des Français de première catégorie, des Français de deuxième catégorie. C'est pas la question, mais... Non, mais je dis, à partir du moment... Jean-Jacques Bourdin, à partir du moment où vous dites, ils sont tous français, ils ont la carte d'identité française, vous n'avez pas de débat, vous ne pouvez pas aller à la source des problèmes. Effectivement, les vagues d'immigration, et d'une certaine immigration, vous remarquerez qu'il n'y a jamais de problème avec l'immigration asiatique. Vous verrez jamais, dans les émeutes, urbaines, vous verrez jamais, ou presque jamais, des Français d'origine asiatique dans ces émeutes. La sociologie des émeutiers a changé en quelques années. Aujourd'hui, vous avez plus... Parmi les émeutiers, vous avez plus nombreux des jeunes venus de l'Afrique noire, plus que du Maghreb aujourd'hui. Donc il y a un phénomène, il y a une évolution dans la sociologie. Il y a aussi un lien avec l'immigration, vous en conviendrez. Vous savez quels sont les pays d'où l'on immigre le plus aujourd'hui? Lesquels pays? Les pays subsaharienne, mais aussi la Géorgie, mais aussi l'Afghanistan, mais aussi, mais ce que je veux dire, donc l'immigration est mouvante. Comprenez ce que je veux dire? L'immigration se transforme, elle aussi. Oui, comme notre société se transforme. Et malheureusement, l'immigration transforme aussi le visage de la France. Oui, mais voilà, on revient aux obsessions, mais ça n'a rien à voir avec la question du sujet. C'est pas le sujet, en fait. Monsieur Taché, si vous voulez pas voir les statistiques du moi, je vais vous donner des statistiques. La réalité, ne vous en déplaise, c'est que l'immigration constitue un facteur d'insécurité supplémentaire. Toutes les études démontrent le contraire. Mais non, les services, monsieur Taché, vous prenez les statistiques du ministère de l'Intérieur. Du Centre de prospective internationale, rattaché à Matignon, un organisme officiel, public, viennent de publier en avril 2023 une série d'études internationales qui démontrent qu'il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance. C'est cet amalgame qui est abject. Et d'ailleurs, vous avez commencé à développer votre propos en étant assez clair. Vous dites l'immigration d'origine asiatique, ça va. Donc évidemment, vous pensez à l'immigration nord-africaine ou subsaharienne, qui selon vous doit certainement par finalement ce que sont ces gens, ce qu'est leur culture, leurs origines. Finalement, vous essentialisez. Vous avez un discours raciste, comme d'habitude, de Front National, pour dire que ces gens-là seraient plus dangereux que les autres. Vous avez tort. C'est pas moi qui divise la société en couleurs. Vous avez tort. C'est pas moi qui divise la société en religions et qui instrumentalise les couleurs et les religions des Français. Et pour ce que vous dites sur les émeutes qui serait uniquement le fait des violences urbaines, excusez-moi, je vais être un peu provocateur à mon tour aussi. Il me semble pas que quand en Bretagne, le mouvement des bonnets rouges, pour des milliards d'euros, a démonté des portiques, a cassé des routes, quand les agriculteurs parfois vont un peu loin, vous faisiez la comparaison entre le voile islamique et le serre-tête. Ils sont issus de l'immigration, ni leurs enfants, vous nous refaites le coup du serre-tête. Vous nous refaites le coup du serre-tête. Non, pas du tout, monsieur. Je vous pointe des faits. La colère sociale peut amener à des débordements. Elle doit être condamnée. Elle doit être canalisée par des acteurs politiques. Mais elle ne doit pas donner lieu à des discours stigmatisants comme vous le faites. C'est tout. La sécurité est un sujet, l'immigration en est un autre. Monsieur Taché, la mort de Naël à Nanterre n'est en rien le prétexte pour ces individus pour la dévastation au saccage. Et pourquoi c'est arrivé juste après alors? Mais pourquoi c'est arrivé juste après? Bien évidemment que si. La plupart d'entre eux d'ailleurs ne connaissaient même pas le prénom de Naël. Mais les jeunes qui sont dans la rue se disent Naël, ça aurait pu être moi. Voilà, c'est tout. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est que vous aussi vous ne comprenez pas une partie des Français, une réalité populaire. Vous êtes dans l'idéologie la plus déconnectée et la plus insultante au regard de Français qui ont subi. Bon, Arnaud Benedetti.
Écoutez, moi je pense que le vrai problème de la société française sur la question de l'immigration, c'est qu'on a abandonné depuis maintenant plusieurs décennies le modèle qui était le modèle de l'assimilation, clairement. Et le problème, c'est qu'on l'a abandonné au moment où nous avions des vagues migratoires importantes qui arrivaient dans la société française. La France a été un pays qui, durant toute la fin du 19e et le début du 20e siècle, n'a eu aucun problème d'assimilation avec des immigrations plus proches. La réalité, c'est que progressivement, dans les années 80, on a privilégié, si vous voulez, un concept qui était le concept du droit à la différence sur le devoir de ressemblance. L'assimilation, c'est le devoir de ressemblance. On a tous les mêmes droits, on jouit d'une citoyenneté qui est universelle, mais on arrive à se fondre dans une forge et un modèle commun. À partir du moment où les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, d'ailleurs, et quelles que soient les majorités, finalement décident d'une certaine manière de renoncer à ce moteur qui était le moteur de l'assimilation, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation avec une société qui est archipélisée, comme l'a très justement dit. Pourquoi est-ce que vous refusez l'assimilation? Moi, je ne pense pas que ce soit le fond. C'est une soumission pour vous? Non, c'est l'effacement de culture d'origine? Je ne suis ni dans l'idée du droit à la différence, ni dans l'assimilation, je suis dans l'égalité des droits. Quand on regarde un petit peu les choses concrètement, moi j'avais remis un rapport assez conséquent sur la politique d'intégration des étrangers à M. Philippe en 2018. Vous regardez, très peu de cours de français par rapport à l'Allemagne qui donne des cours d'allemand quand les gens arrivent. Un accès au marché du travail totalement différencié. Les demandeurs d'asile en France ne peuvent pas travailler. M. Darmanin et M. Dussopt semblent vouloir évoluer sur cette question. Je dis à votre antenne que si ça figure dans leur projet de loi, je voterai cette disposition. Parce que l'accès au marché de l'emploi, c'est quelque chose d'important. Des discriminations extrêmement importantes dans l'accès au logement, à l'emploi. Pour moi, c'est ces sujets-là qu'il faut traiter. Il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. Il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. Écoutez, le dernier testing réalisé par une association... Je veux bien que vous parlez de chiffres qui n'existent pas, mais... C'est la réalité. On va arrêter parce qu'il est 58. Pour moi, le sujet est celui de la question de la politique d'intégration, accès à l'emploi, au logement, cours de français, et vous verrez, il y aura beaucoup de problèmes. Merci messieurs, merci pour ce débat. On en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, on en aura d'autres. Merci, c'est passionnant.